Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos routes de l'été sur Sud Radio pour la dernière semaine avant la rentrée scolaire qui va sonner le 1er septembre prochain. Nous entamons ensemble cette semaine avec un gros et beau programme qui va nous faire voyager également pour jusqu'à vendredi. D'ici quelques minutes dans Sud Radio vous écoute, je vous propose de prendre un peu d'altitude. Nous allons rencontrer Pascal Sancho qui est commandant d'opération de secours en montagne. Il va bien sûr nous raconter son métier hors du commun, sauver des vies là-haut dans les Alpes, mais pas seulement. Il nous parlera également de ses 30 ans de carrière, 30 ans d'engagement qui vont nous inviter à affronter les sommets de notre vie avec courage, détermination, mais également humilité. Puis ensuite, je vous propose de me rejoindre sur l'Aisne avec un détour de vacances à Vermand, au domaine de Lomignon, où une femme a choisi de tout quitter pour proposer une véritable expérience de déconnexion dans des cabanes et des roulottes, sans wifi, mais avec énormément d'authenticité. Pour conclure cette heure et avant midi, à midi moins le quart, il sera l'heure d'avoir un peu faim peut-être, ou tout du moins de penser à préparer le déjeuner. Place à la table de l'été avec un produit star de nos côtes, le maquereau. Nous irons dans le Finistère, à Plonévez-Porzay, où le chef Johan Noël, à la tête de l'hôtel de la plage, c'est cool, ça résonne vacances, sublime ce poisson avec créativité et tradition familiale. Et quant à vous, je vous attends sur la page Facebook de Sud Radio et puis également au 0826 300 300 pour poser vos questions, apporter vos témoignages, partager vos expériences de vie et réagir sur tout ce qui va se passer dans nos routes de l'été. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et aujourd'hui, je vous propose de prendre de la hauteur, de prendre un peu d'altitude au sens propre comme au sens figuré. Notre invité, Pascal Sancho, guide de haute montagne, commandant d'opérations de secours, officier de police judiciaire et auteur, pendant près de 30 ans, va mettre son expérience à notre service. Mais qui est véritablement cet homme dont nous allons parler aujourd'hui, qui a passé 30 ans de sa vie à sauver celle des autres? Théo Ampillac. Oui, Pascal Sancho a eu plusieurs vies. Guide de haute montagne, puis secouriste d'élite au sein de la police nationale. Il a mené plus de 1000 interventions pendant sa longue carrière. Ses principales missions, c'était les évacuations dans des lieux difficiles d'accès. Pascal Sancho a formé les agents du RAID, de la BRI et conduit des missions de formation et d'assistance à l'étranger. Il est aussi intervenu sur des opérations très risquées comme le crash de l'A320 de la compagnie Germanwings. Rappelez-vous, c'était en 2015 dans les Alpes. Depuis sa retraite, il y a presque 10 ans maintenant, il s'est tourné vers sa passion, l'écriture, avec plusieurs parutions. Bravo Papa en 2020, Ligne de crête en 2021 et S'élever ensemble cette année. Pascal Sancho effectue aujourd'hui régulièrement des conférences où il transmet les valeurs apprises en montagne comme le leadership, la résilience, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. Son credo, croire en la nature humaine dans ce qu'elle a de meilleur. Quel joli portrait, Théo Ampillac. Merci beaucoup. Bonjour Pascal Sancho. Oui, bonjour. Merci de m'inviter. Avec plaisir et merci à vous de prendre du temps sur votre matinée pour nous parler bien sûr de votre livre S'élever ensemble. Mais comme nous l'a si bien dit Théo, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces années où vous avez été sauver les autres en montagne. Racontez-moi déjà, pour commencer, comment vous êtes arrivé à cette carrière, à ce choix de vie. Mais moi, en fin de compte, je pense que c'est une passion qui m'a aspiré quelque part. Je l'ai même pas choisi. Je suis tombé nez à nez à l'âge de mes 14 ans devant un poster où j'ai vu un petit bonhomme pendu sous l'hélicoptère. J'aurais pu choisir de tenter de piloter cet hélicoptère et puis non, mon regard s'est porté vers cette personne, 20 mètres sous la machine, et je me suis dit que j'allais faire en fin de compte ce métier. À partir de là, j'ai tout fait pour y arriver, puisqu'il faut toujours passer du rêve à la réalité. Et puis évidemment, ça demande des formations, énormément de formations, qu'elles soient physiques, psychologiques, et pas seulement. Oui, alors bon, c'est une spécialité difficile, parmi les plus difficiles de la police, si ce n'est la plus difficile. Effectivement, un savoir-faire à la base, puisque bon, si on n'est pas capable d'évoluer dans ce milieu, on ne peut pas ambitionner de sauver des vies. Un savoir-être aussi, parce que c'est vrai que quand on a un petit peu dépassé toutes nos limites, il faut aller chercher au fond de vous-même quelque chose que vous avez en plus pour ne pas laisser filer entre vos doigts la vie d'une personne qui nous attend et qui sans nous
sera incapable de s'en sortir quelque part. Avant de venir parler de votre livre S'élever ensemble, et on parlera évidemment aussi de ce témoignage et de ce que vous nous invitez à faire grâce à ce livre, c'est-à-dire ça nous parle à nous-mêmes, comment réussir à affronter les sommets de la vie avec courage, avec détermination, mais aussi avec humilité. On en parlera parce que c'est très important. Et d'ailleurs, je vais aussi inviter tous ceux qui écoutent Sud Radio à nous appeler au 0826 300 300. On vous attend Manu d'ailleurs. C'est parce qu'ils sont 3 d'un seul coup autour du standard, donc il y a beaucoup de monde qui travaille. Voilà, n'hésitez pas à venir poser vos questions ou vous-même à échanger. Quelle expérience de vie vous a permis de prendre ces reculs nécessaires, cette distance qui fait que vous arrivez maintenant à affronter les sommets de votre vie. Mais avant de parler de cela, j'aimerais avec vous, Pascal Sancho, qu'on revienne sur quelques grands moments de votre carrière. Comme le disait Théo, par exemple, vous êtes intervenu sur des opérations très risquées comme le crash de l'A320 de la compagnie Germanwings en 2015. Disons que c'était pas une opération vraiment risquée, c'était une opération à fort potentiel émotionnel, on va dire. Le risque pour nous était quand même relativement limité. La zone était certes escarpée, mais on a l'habitude d'évoluer dans ce genre de milieu, non ? C'est une opération qui nous a marqué parce qu'elle est unique et c'est bien qu'elle le reste, parce qu'elle nous a poussé dans nos retranchements psychologiques, parce qu'elle nous a rappelé aussi que le père ou la mère, quand ce sont des sauveteurs au féminin, n'est jamais très loin du professionnel, parce qu'il y avait des enfants qui malheureusement avaient péri dans le crash, et donc ça avait été une formidable aussi éloge de la force du collectif, parce que sur ce genre d'opération où on est vraiment poussé loin dans nos retranchements psychologiques, seul on n'est pas grand-chose, et c'est l'équipe qui fait que on arrive à aller au bout de la mission qui nous a été confiée. Il y a eu d'autres moments comme ça dans votre carrière qui vous ont obligé à vous retrancher psychologiquement, comme vous dites, d'aller dans vos retranchements les plus profonds, ou d'avoir besoin du groupe ? Alors, besoin du groupe en permanence, évidemment. Je l'explique d'ailleurs dans ma conférence. Je commence par ma première intervention où j'étais très jeune, 23 ans, assez doué dans ce métier. J'étais sorti major de promotion. J'avais certainement manqué un peu d'humilité. J'arrive sur un crash d'avion avec 4 victimes et là, je perds un peu mes moyens. Je me rends compte que seul dans ce métier, on ne sera pas grand-chose. Et ce jour-là, ce qui me tiennent à flot, c'est l'équipe, la proximité, ces gens d'expérience. Et pour moi, ça va être une colonne vertébrale, le collectif, et non pas par philosophie, mais par un principe de réalité. Je pense que notre compétence individuelle n'a de sens que si elle sert un collectif. Sinon, l'aventure reste peut-être professionnelle, mais elle ne devient pas humaine. Dans votre livre qui est sorti le 28 mai dernier aux éditions Mareuil, S'élever ensemble, Pascal Sancho, vous témoignez bien évidemment, mais c'est pas simplement un témoignage, c'est un guide. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partager vos expériences de secouriste, de montagne sous cet angle-là, celui du collectif dont vous venez de nous parler, du groupe et du leadership dont on parlera un peu plus tard? En fin de compte, c'est pareil, ça s'est un petit peu imposé à moi. On est venu me demander d'intervenir sur une première conférence et puis j'y suis allé un petit peu avec le syndrome de l'imposteur, comme on dit, en ne sachant pas trop ce que j'allais apporter. Puis je me suis rendu compte que ça avait vraiment un écho profond chez les gens, que j'ai d'ailleurs après accompagné sur le terrain, parce que j'aime bien qu'il y ait une deuxième phase où on se confronte à la réalité, qui pour moi est la seule vérité. Et puis j'ai vu que des choses qui me paraissaient pour moi banales au quotidien, qui m'avaient accompagné pendant 30 ans, mais pouvaient aider des gens sur des choses simples, mais ce qui est simple n'est jamais simple à mettre en place quelque part. Mais la relation à l'autre, comment on va placer notre ego dans un alignement commun où chacun va réussir à grandir, mais en servant un objectif collectif qui va très rapidement devenir une ambition individuelle. Donc c'est chouette, quoi. Et je me rendais compte que quels que soient nos chemins, dès l'instant qu'on se fixe des objectifs ambitieux, qu'on est sur le chemin de l'excellence, les leviers sont de mon point de vue universels. Le dépassement de soi, la relation à l'autre, comment on va se resserrer les uns avec les autres quand ça devient plus compliqué, comment on va gérer les échecs qui seront certainement le moteur le plus puissant de la progression et non pas la
réussite. Voilà, toutes ces petites choses qui font que les gens se rendent compte que c'est pas réservé, loin de là, à des unités dites d'élite, que dans la vie, il n'y a pas de héros, notamment dans le cadre professionnel, où on fait que son job et on essaye de le faire de la meilleure des manières possibles. Même dans votre corps de métier, Pascal, excusez-moi, Pascal Sancho, même dans votre corps de métier? Oui, absolument. Non, l'héroïsme, c'est une version romantique des choses, mais la réalité, c'est quoi? C'est que dans votre métier comme dans le mien, on essaye d'être bien formé à la base, on va être motivé, et ensuite, on est déterminé, alors à des stades plus ou moins élevés, pour aller au bout de notre mission. Bien sûr que nous, on va parler de sacrifice. Moi, j'ai perdu 7 camarades en 30 ans. C'est la spécialité la plus dangereuse de la police en termes d'accidents mortels. Évidemment, il faut avoir cette appétence pour aller au bout de son engagement. Mais le chemin qui va nous amener à la performance, ça reste quand même le même, quoi. Je pense que il faut démystifier. Et ça, Pascal Sancho, c'est la montagne qui vous a appris ça. C'est vos expériences. Vous savez, quand vous sortez du refuge le matin, la première chose que vous faites, vous levez le nez vers le sommet que vous allez faire. Il vous place exactement où vous êtes, c'est-à-dire à l'infiniment petit face à l'infiniment grand. Et donc cette humilité, c'est pas une posture, c'est qu'on sait que à la base on est bien plus fragile et parfois plus faible que le milieu, mais qu'on va trouver par des stratagèmes, par de l'intelligence, le chemin pour atteindre le sommet. Et ça, on le retrouve dans la vie. Cette humilité du montagnard, elle est réelle, et c'est parce qu'on sait exactement quelle est notre place, mais on sait aussi quelles sont nos forces intérieures. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on va être capable, notamment dans l'esprit de cordée, en étant reliés les uns avec les autres, franchir les plus grands obstacles parce qu'on est ensemble, parce qu'on sait se dire les choses, parce qu'on sait accepter aussi notre vulnérabilité et puis mettre toutes nos forces en commun pour atteindre ce fameux sommet qui peut être aussi une métaphore de la vie. Vous insistez beaucoup sur l'importance du collectif et je voudrais aussi qu'on parle de fraternité. Est-ce que ça en fait partie à l'heure où l'on parle beaucoup d'individualisme et de compétition, parce que c'est quand même un peu notre époque. Pourquoi pour vous, Pascal Sancho, c'est si important, c'est même essentiel de se mettre au service des autres pour progresser soi-même? Mais déjà, la montagne, quand vous faites de l'alpinisme, elle vous l'impose, vous sortez une corde, vous êtes reliés l'un à l'autre, et on sait que on va mettre toutes nos forces dans cette association quelque part solidaire pour envisager le meilleur et éviter le pire. Mais aussi, on sait qu'il peut arriver quelque chose de très grave, qui est la chute et parfois la mort. Donc, on va pas tricher, on va être vraiment authentique. Et dès le départ, on va bien sûr mettre sur la table dans ce projet nos forces, il en faut, mais aussi nos limites, nos faiblesses et parfois nos défauts. Donc, cette forme de franchise, cette forme de sincérité, ça fait qu'on a une relation très atypique avec ce qu'on voit aujourd'hui. On ne triche pas en altitude, on est vraiment soi-même et on sait que on va pas avoir toujours toutes les réponses dans toutes les situations données et qu'on aura besoin de notre camarade de cordée. Et tout ça, ça se retranscrit immédiatement dans nos vies et évidemment dans le monde de l'entreprise si on adhère à cet état d'esprit. On va en parler dans quelques instants parce que j'aimerais bien vous partagiez avec nous sur Sud Radio aujourd'hui, Pascal Sancho, vous qui avez signé non, pas tout de suite, on part pas maintenant, ce livre. Daisy, elle s'est dit tiens, ça y est, on va faire la pause maintenant. non, mais Daisy, c'était pas l'idée. S'élever ensemble, votre livre est sorti en librairie le 28 mai 2025. On va reparler de tout ça, ce que j'aimerais, si vous le voulez bien, donc ce sera juste après la pause, mais qu'on lance pas tout de suite, ma Daisy. On est d'accord? Vous partagez avec tous ceux qui nous écoutent ces conseils comme ça pour aller vers ce que vous nous dites, comment partager avec les uns les autres dans notre entreprise, comment grandir ensemble, parce que c'est vrai que des égos, il y en a plus ou moins qui sont bien travaillés ou pas, et puis comment laisser l'ego de côté et puis ne plus se laisser guider par lui. Non, c'est parce que juste avant qu'on fasse la pause, je voulais dire bonjour à Fabrice qui est avec nous au standard au 0826 300 300. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous, comment ça va? Très très bien. Ouh là là. Très bien. Ouais, parce qu'on a... Non. Le chat est parti, ça y est, il est parti. Ah, le gros chat est parti. Il a vu une souris, il s'est échappé. Voilà. Faites comme Fabrice, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez réagir à ce témoignage, à ce partage de compétences et de connaissances de notre ami Pascal Sancho. On vous écoute Fabrice, vous êtes où vous d'ailleurs en ce moment? Oloron, Sainte-Marie. Ah, j'aime beaucoup l'île d'Oléron. Voilà. Les Pyrénées. Oloron, pardon, par l'île d'Oléron, pardon, les Pyrénées. En plein les Pyrénées, ça doit parler au commandant. Oui, il a réagi d'ailleurs, il a dit les Pyrénées. On vous écoute. Au pied du pic du Midi d'Osso.
Absolument, qu'on voit. Le Jean-Pierre. Écoutez, moi, je voudrais lui tirer un coup de chapeau et à toute sa corporation, parce que il y a dans la police, mais il y a aussi les autres. Hein. Il y a nous, en secteur gendarmerie, il y a les pompiers. Pour donner un exemple, c'est que ne serait-ce que samedi, 5 interventions compliquées entre le Béarn et les montagnes béarnaises, basques et espagnoles. Avec de tout, hein, avec des gens qui se sont perdus, qui ont téléchargé des GPS et qui les ont plantés, avec des chutes, avec des sorties VTT, avec des gamins qui se sont fracturés le coude, qu'il a fallu les chercher. Un retour de randonnée sur la passerelle Tolzart et je sais pas, il faisait 35 degrés samedi. Bon, évidemment, un homme de 67 ans au retour, malaise cardiaque, c'est grâce à des gens comme ça que ces gens-là ont été sauvés. Donc grand coup de chapeau, quoi. Grand coup de chapeau parce que effectivement, quoi, c'est le don de soi, c'est se mettre en péril pour des gens qui des fois, ça peut être des accidents, mais ça peut être aussi j'ai envie de dire un manque de prudence, quoi, complet. Et moi j'ai une petite question à lui poser, parce que moi j'ai un ami, un copain qui était au PGHM, donc je traduis le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, voilà, sur Oloron, et qui me disait mais la plupart du temps quand on intervient, c'est très très souvent on sauve les gens, quand on arrive, ils nous enguirlandent, ils nous insultent. Ah bon? Ah oui, moi ça m'avait sidéré. Ah bon, alors on va demander à Pascal s'il a déjà vécu ce type d'expérience. Très rarement, très sincèrement, c'est même l'inverse qui se passe. C'est même l'inverse. Moi, sur 1000 interventions, j'ai jamais eu, peut-être une fois, une personne un petit peu qui était décalée, qui se rendait pas compte de la situation, qui avait trouvé qu'on avait mis du temps. On était sur plusieurs interventions. Non, au contraire, les gens sont très, très reconnaissants. Vous avez des lettres, vous avez des cadeaux, vous avez des gens qui viennent vous visiter au poste. Non, je pense que c'est totalement l'inverse. Les gens sont reconnaissants et très conscients du service public de grande qualité qui est mis en place dans notre pays, qui n'est pas obligatoirement le cas de beaucoup de pays, y compris en Europe. Hein. C'est vraiment un service d'excellence et non, j'aurais plutôt à l'esprit le mot reconnaissance des gens qu'on va chercher. Bon, voyez Fabrice, voilà, on a un autre témoignage et ça me fait plutôt plaisir d'entendre Pascal Sanchot. Merci beaucoup Fabrice. Alors les Béarnais sont vraiment spéciaux. Non, vous êtes peut-être tombé sur 2-3 cas, mais sur 2-3 cas sur des milliers en fait, vous voyez, c'est pas... Non, mais notamment les gens, souvent les gens qui font du ski en hors-piste, c'est souvent les plus agressifs. En tout cas... Mais par contre, Fabrice, là où je vous rejoins, c'est vraiment bravo à tous ces hommes et ces femmes qui nous viennent en aide, que ce soit d'ailleurs en montagne, en mer. Là, l'été a encore été malheureusement le théâtre d'accidents et de drames. Et merci à vous tous. Allez, on va... Fabrice, je vous souhaite une belle journée du côté des Pyrénées. Nous, on va rester ensemble, Pascal Sanchot, parce que là, maintenant, dans quelques instants, ça va être notre petit clin d'œil à nous deux, ça. On va retrouver Pascal Sanchot. J'ai encore plein de questions à lui poser. Comment son expérience peut nous aider? Il a plein d'astuces à nous donner dans notre vie en entreprise, bien sûr. Et puis, on pourra peut-être aussi s'en servir dans notre vie perso. La relation à l'autre, et comme le dit Pascal Sanchot, sans le groupe on n'est rien. Et le groupe c'est quand même hyper important. À tout de suite sur Sud Radio dans les routes de l'été. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et nous recevons Pascal Sanchot avec nous pour ce rendez-vous des routes de l'été. Pascal qui a passé 30 ans de sa vie à sauver celle des autres en montagne, à ce personnage un peu hors du commun quand même, qui a signé pas mal de livres et dont celui qui m'intéressait aujourd'hui, juste sur cette semaine de pré-rentrée, S'élever ensemble aux éditions Mareuil. Pascal Sanchot, évidemment, sans revenir totalement et complètement que sur votre carrière, je vais y arriver en tant que sauveteur en montagne, de la police, je vais y arriver, j'ai un peu des soucis là. Vous nous avez annoncé, tout du moins vous expliquez que dans les conférences que vous donnez, vous qui êtes sauveteur en montagne, que vous avez plein d'exercices et que tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous nous offrez peut être au jour le jour par nous-mêmes, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle, mis en place. Par exemple, alors pour être très simple, est-ce que vous avez des exercices concrets pour mieux gérer le stress, les émotions, que vous pourriez nous partager autant avec nos auditeurs qu'avec moi-même, d'ailleurs.
Oui, alors si vous parlez d'émotion, effectivement, le livre il fait 300 pages, donc il est quand même assez très large dans le spectre qu'on peut toiletter pour essayer d'atteindre nos objectifs. Mais l'émotion, c'est la base du mouvement et le mouvement, c'est la base de l'action. Donc, si on n'est pas capable de maîtriser un tant soit peu son émotion, on risque vite de rentrer dans une zone de stress qui va nous paralyser, qui va jusqu'à la peur. Et donc, deux choses très simples et qu'on a en permanence sur nous. La première, la respiration, travailler sa respiration, apprendre à respirer. Dès l'instant qu'on est stressé, travailler une respiration abdominale, égaliser inspiration, expiration, et vous allez voir que si vous contrôlez vos pulsations cardiaques, elles vont baisser. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire très facilement, n'importe où, au bureau, à chaque fois qu'on sent que la pression monte. Et puis après, je travaille surtout sur l'état d'esprit. Le livre, en fin de compte, c'est un état d'esprit que je propose. C'est la pensée positive. Aujourd'hui, on voit bien, on est terrorisé de tout aujourd'hui, de n'importe quoi. Moi, j'ai plutôt tendance à essayer de positiver les choses et de voir plutôt ce qu'on va pouvoir tirer d'une situation, y compris lorsqu'elle nous amène dans une notion d'échec, que de voir toujours le verre à moitié vide et qui va nous tirer inéluctablement vers le bas. Donc déjà, ces deux outils, pensée positive, respiration, ça va nous permettre quand même dans bien des situations et de rester à flot. La respiration comment ? C'est-à-dire on se calme, on prend le temps de... Vous prenez un petit exercice simple, vous prenez votre inspiration, votre expiration, vous allez l'égaliser, vous comptez jusqu'à 5, j'inspire, 5, j'expire, 5. Et on va essayer à chaque fois de la faire ralentir, et vous allez voir que vous allez rentrer dans un état un petit peu de plénitude qui fait que petit à petit, les choses vont s'améliorer. Ensuite, plutôt que de penser à quelque chose qui vous stresse et qui est négatif, vous allez prendre une image positive qui vous réjouit, qui vous fait du bien, et vous allez vous concentrer sur cette image. Même quand... Pardon, oui. Allez-y, oui. Je disais même sur la tâche qui vous crée des émotions un peu fortes, vous allez l'imaginer de manière à ce qu'elle soit réalisée dans les meilleures conditions, toujours. D'accord. Et la force du mental, vous allez voir que les choses, elles se réalisent souvent de la manière dont on les pense. Et ça peut paraître simple, mais des fois, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Et moi, je pense à tous ceux qui, dans leur milieu professionnel, dans les équipes avec lesquelles ils travaillent, peuvent avoir des histoires de désamour, tout du moins des agressivités ou des gens qu'on apprécie moins. Comment est-ce qu'on peut travailler pour que ce soit plus agréable pour tout le monde ? Parce que ça arrive, je ne parle pas de mon cas personnel, à Sud Radio, on a vraiment une jolie équipe, on s'entend très très bien tous, mais vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein de gens qui me disent, j'ai pas envie de retourner au travail, là, parce que je vais revoir telle personne, ça va encore être compliqué, on va encore se chafouiner, enfin, vous voyez ? Oui, je vois très très bien, c'est l'essentiel du sujet. Déjà, il faut être aligné sur un objectif commun, ça me paraît vraiment fondamental. Moi, quand j'ai réuni mon groupe la première fois, on s'est fixé un objectif, un espèce de pacte commun. On est aligné par rapport à ça. C'est un cadre, il faut absolument un cadre, parce que... Pascal, il faudrait juste éviter de mettre votre manche sur le micro de votre téléphone. Il y a des fois, on vous perd dans le coton. Ok, c'est parce que je suis dans le relief. Ouais, merci beaucoup. Je disais, donc toujours pareil, un état d'esprit, on va essayer de fixer un objectif accepté par chacun, et ensuite, au quotidien, on va privilégier plutôt la collaboration, par exemple, à la compétition. Donc la collaboration, on est ensemble, on sait que cet objectif, on ne peut l'atteindre que parce qu'on est ensemble. Et ça part aussi du management et du leadership des équipes. On va favoriser cette collaboration. Quand il y a compétition, c'est quand même la domination de l'autre, donc ça c'est pas bon. On va plutôt favoriser l'émulation. Et ensuite, considérer que dans un groupe, ça peut être normal qu'il y ait des tensions, des conflits. On va désamorcer tout ça en regardant la situation comme elle est. Et souvent, on se rend compte que l'adversité, elle est à l'extérieur de notre cercle, elle n'est pas à l'intérieur. Donc il faut être capable de travailler sur chaque individu qui a son propre chemin. Et puis de considérer que dès le départ, le collectif c'est quand même une chance, c'est pas une contrainte, et on va grandir dans le collectif. Les gens qui seront bons resteront bons dans un collectif, et ceux qui deviendront excellents le seront grâce à ce collectif, et notamment à ce que les autres leur auront quelque part apporté. Donc c'est avant tout un état d'esprit. Mais si on est en concurrence et si on est en compétition, ça peut pas marcher. Oui, et puis laisser la collaboration.
Et puis laisser l'ego de côté, parce qu'il n'est pas du tout de bons conseils, cet ego, il faut le laisser à la niche. Pascal Sancho, vous êtes avec nous sur Sud Radio. Ce livre, S'élever ensemble, vous qui êtes guide de haute montagne, commandant d'opérations de secours en montagne et officier de police judiciaire. Vous avez été pendant plus de 30 ans secouriste dans les unités CRS de la police nationale, réalisé près de 1000 interventions. Vous êtes auteur de livres comme Bravo Papa, Ligne de crête, Ascendance et médecins des sommets, paru chez Mareuil Éditions. Et là, avec S'élever ensemble, et c'est pour ça que j'avais envie de vous avoir, c'était au-delà de votre expérience, c'est comment vous-même vous avez réussi à la métamorphoser, cette expérience de terrain, pour nous l'offrir dans un livre ou pour l'offrir en entreprise, pour le leadership, entre autres, mais pas seulement. Vous citez d'autres personnalités d'ailleurs dans votre livre qui sont issues du sport, de l'innovation, de la politique. Ce sont aussi des parcours très très différents du vôtre, et pourtant il y a des choses en commun puisque vous en parlez. Mais oui, c'est pour ça que quand on regarde la performance, c'est toujours la même chose, c'est qu'on arrive à franchir des étapes, et ces étapes, de mon point de vue, elles sont universelles. Le dépassement de soi, l'aptitude à travailler avec les autres, l'état d'esprit qu'on va être capable de développer par rapport à un revers, une désillusion, un échec même. Ben, tout ça, on va le rencontrer quels que soient les écosystèmes. C'est après, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est pour ça que l'état d'esprit qu'on va construire de collaboration, d'abnégation, de résilience dans les moments difficiles, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un petit peu partout. Vous le retrouvez évidemment dans le sport parce que c'est poussé à son paroxysme, mais vous pouvez aussi, dans la notion d'engagement et de générosité, le retrouver dans la politique, dans les associations, dans bien des domaines. Ouais, et oui, c'est pour ça qu'il y a vraiment, je pense, deux choses qu'il faut arriver à équilibrer. C'est l'exigence d'un côté qui pour moi est non négociable dès l'instant qu'on veut être performant, et puis derrière cette empathie, cette générosité qui fait que on doit comprendre que chacun est différent, que dans ce cadre qu'on a prédéfini et qui pour moi est nécessaire, chacun doit pouvoir aussi évoluer un peu à son rythme, à sa manière, dès l'instant qu'on reste aligné sur l'objectif qu'on s'est fixé. Donc c'est beaucoup d'observation, beaucoup d'écoute. Est-ce que ça marche en famille? Est-ce que ça marche dans le cadre personnel sur Sud Radio, Pascal Sancho? Oui, le plus bel exemple de leadership, c'est le père et la mère qui accompagnent leurs enfants avec leurs qualités aussi, leurs limites et parfois leur maladresse. Mais c'est la vie, tout ça. Et moi, je le dis souvent, des erreurs, j'en ai fait plein, mais une erreur, c'est entendable. C'est derrière travailler sur ce qui n'a pas fonctionné. Par contre, 2 erreurs, c'est inacceptable. Là, ça devient une faute. Donc, c'est tous ces états d'esprit où on est aussi dans l'éloge du droit à l'erreur. On peut se tromper, c'est pas obligatoirement ça le souci. C'est être capable de rebondir derrière et d'en faire quelque chose de positif. Et ce livre, S'élever ensemble, paru aux éditions Mareuil, qui est sorti au mois de mai de cette année, donc il est encore dans les bacs, bien évidemment, il est encore tout chaud. Pascal Sancho, tout frais, pardon, oui, chaud ou frais, ça dépend. Vous êtes plutôt montagne, moi je suis plutôt mer en été, donc d'où la différence des mots. Non, je vous taquine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal. Merci à vous, c'était sympa. Et puis surtout, pour tous ceux qui veulent en savoir plus et user et abuser de vos connaissances et de tout ce que vous avez appris grâce à la montagne, tout ce que vous partagez aujourd'hui, je vous propose de vous offrir ce livre aux éditions Mareuil, S'élever ensemble. Pascal Sancho était notre invité dans Sud Radio, vous écoute. À suivre dans quelques instants, je vous propose d'aller vous promener du côté de Vermand. Oui, je ne vous en dirai pas plus, ce sera notre détour de vacances. Et puis juste côté table, parce qu'il y a un moment ou un autre, il s'agira bien de nous arrêter déjeuner tout de même. Dans notre rendez-vous les tables de l'été, je vous emmène dans le Finistère à Plonévez-Porzay. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et nous sommes évidemment avec vous sur ces détours de vacances pour vous permettre peut-être de trouver votre prochaine destination, que ce soit d'ailleurs pour les vacances ou pour les week-ends à venir. Nous allons aujourd'hui mettre un cap sur l'Aisne, en Hauts-de-France. Nous partons à la découverte de la maison de Lomignon, un domaine de séjour insolite situé à 2 heures de Paris. Et pour en parler avec nous, Nicole Varlet, qui est la co-gérante de ce domaine. Bonjour Nicole. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le domaine de Lomignon, est-ce que vous pouvez nous présenter la maison de Lomignon ? Alors, la maison de Lomignon, elle a une histoire. Lomignon, c'est la petite rivière qui coule à côté du moulin de mes beaux-parents. Et il y a 20 ans, on a décidé de faire, à la suite d'un gîte qu'on avait,
on a décidé de faire de l'insolite. Donc, on a été dans les premiers à mettre des roulottes. On a mis des petites cabanes par la suite, des carrés d'étoiles. Et puis, aujourd'hui, on a aussi des belles cabanes scandinaves. Tout ça au bord de l'eau. Et c'est une propriété qui fait quoi, 2 hectares, 11 hébergements insolites? Oui, tout à fait. Donc 13 maintenant, avec les 2 cabanes qui viennent d'arriver. Et puis on a donc l'ancien moulin est devenu un musée également. Et puis on a pas mal de randonnées à faire. Donc c'est un bel endroit. On est en pleine nature. C'était une aventure qui a commencé en 2006, hein, c'est cela. Vous avez lancé le projet après avoir accueilli des hôtes dans un gîte rural pendant plus de 20 ans. Exactement, on était déjà dans le tourisme et il fallait se diversifier et donc il fallait aussi se reconvertir d'une autre activité. Donc on a exploité d'abord plusieurs roulottes et puis après les autres petites cabanes et enfin les carrés d'étoiles et les cabanes scandinaves. Alors ça c'est quand même incroyable. Pourquoi ce type d'hébergement ? Parce que chez nous, on peut pas vraiment mettre des nouvelles maisons si on est dans le Marais. Donc, on ne peut pas avoir des choses en dur. Il faut pouvoir les enlever si jamais il y avait un souci. Aujourd'hui, la petite rivière est vraiment très calme et elle permet surtout de faire du canoë. Ah, c'est cool, ça fait partie des activités qui sont présentées sur place. On aime bien proposer des choses à faire. Les gens qui arrivent, ils ont vraiment besoin de se détendre et de trouver des nouvelles activités. Donc le canoë, le vélo, on a également une piscine et on est surtout spécialisé dans le bien-être, c'est-à-dire des séances de bain nordique. Wow. Et puis du sauna. Donc ça plaît beaucoup. On a été également dans les premiers à en mettre. Maintenant, il y en a peut-être beaucoup, mais maintenant, nous, elles sont les installations de bains sont près de la rivière, donc c'est très sympa. Et ce sont des bains chauds ? Ce sont des bains chauds, on va chauffer à 38-40 degrés. Comme en Islande, j'adore. Oui, et puis on peut même croire qu'effectivement, il pourrait y avoir un petit peu de neige des fois, c'est plutôt sympathique. Surtout en Picardie, puisque c'est là où vous êtes situé, hein. Donc effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir un peu de neige à un moment ou à un autre. Et donc ça veut dire que votre domaine est ouvert toute l'année. Oui, on aime bien accueillir tout le monde dès qu'il y a un besoin de faire, par exemple, fêter un anniversaire ou provoquer une surprise à quelqu'un pour une occasion. Et on reçoit comme ça beaucoup de couples et beaucoup de familles aussi qui aiment bien se réunir et se retrouver. Et puis vous êtes un des hébergements qui accueille nos amis à 4 pattes. C'est assez rare en France malheureusement pour être spécifié. Exactement, on aime bien que les maîtres d'animaux puissent venir aussi avec leurs compagnons. C'est sympathique effectivement. Vous avez aussi obtenu le label tourisme. Ça a été mis. On est surtout Gîte de France aujourd'hui. Ah bien, très bien. Non, parce que je sais que du côté de Saint-Quentin, on est dans l'Aisne, hein, on est en Picardie. Il y avait un label qui avait été mis en place par l'Office du tourisme de Saint-Quentin, me semble-t-il, non ? Oui. Et de toute façon, effectivement, on travaille beaucoup avec l'Office de tourisme et on aime bien envoyer du monde d'ailleurs à Saint-Quentin parce que c'est une ville intéressante. Oui, je suis d'accord. Tiens, puisqu'on parle de ce qui est à côté qui est intéressant, on va en revenir d'ici quelques instants, mais je vais inviter tous ceux qui écoutent Sud Radio dans les routes de l'été pour notre rubrique d'aller découvrir votre site maison-omignon.fr pour découvrir tous ces séjours insolites que l'on peut faire au fil de l'eau, hein, parce que c'est vraiment un très très bel endroit. J'imagine qu'avec la belle météo de cette année pour l'été, vous avez fait le plein et que les gens ont adoré être dans l'Aisne en Picardie où il a fait un peu chaud quand même cette année aussi. Oui, mais on est au bord de l'eau, donc et avec la piscine, il y a moyen de se rafraîchir. Qu'est-ce que on peut faire ? Vous avez parlé de Saint-Quentin, côté gastronomie, parce que je connais assez bien tout ce qui est Hauts-de-France et on a aussi pas mal de choses à découvrir si on ne connaît pas le coin. Alors, oui, bien sûr, on a des emblématiques. Il y a du champagne dans l'Aisne. Et oui. Il y a également le maroilles. Qui a beaucoup fabriqué dans l'Aisne également aussi, en Thiérache.
Et puis bon, après il y a toutes les bonnes choses, les légumes, les pommes, les fruits. C'est une belle région pour effectivement venir déguster des bons repas. Et puis si l'on fait un petit tour d'horizon en balade dans votre coin, on peut aussi aller découvrir un peu plus loin la baie de Somme. Il y a Laon, cette belle ville et ses remparts aussi, sur lesquels je proposerais de s'arrêter, le chemin des Dames. Enfin, il y a pas mal de choses, il y a tellement de choses du côté de ce département et de cette région picarde que on peut ne jamais s'ennuyer. Et surtout, pour ceux qui n'y sont jamais allés, ça fait partie des très belles destinations que mon jeune assistant Colin voulait mettre en avant dans notre émission. Et ben, c'est chose faite. C'est gentil, effectivement. On sera ravis d'accueillir beaucoup de monde, comme des amis chez nous. Eh ben c'est super. On va finir par les prix, parce qu'il faut le côté un peu pratico-pratique. Bien sûr. Alors, on commence à 105 € pour la petite cabane, avec le petit déjeuner pour 2 personnes. Et après, bien sûr, avec des grosses cabanes, avec des bains nordiques, on peut monter un petit peu plus jusqu'à 35 € et pour une nuit, mais après, si on vient plusieurs nuits, c'est dégressif. Donc, on peut aussi proposer un tarif plus sympathique pour des gens qui ont envie vraiment de se changer les idées. Et puis évidemment, on ne peut pas passer aussi à côté de l'accueil, du côté très chaleureux des gens de cette partie nord de la France. Et ça aussi, c'est un véritable cadeau et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Nicole Varlet. C'est gentil de dire ça. Mais c'est vrai. Merci. En plus. J'ai fait mes armes radiophoniques dans le Nord, vous voyez, donc je connais bien la gentillesse et la sincérité des gens du Nord. Du Nord avec un grand N. On va parler de tout le Nord de la France. Je vous embrasse fort et bonne fin de saison au domaine de l'Aumignon. Et vous savez que c'est ouvert toute l'année. Rendez-vous sur le site internet maison-aumignon.fr. Aumignon, et mignon, comme c'est mignon. Dans quelques instants, on va manger maintenant. Et je peux vous dire que c'est une chose que j'aime bien faire aussi. La table de l'été. Et pour notre table de l'été, aujourd'hui, je vous propose de mettre les pieds dans l'eau et les papilles en Bretagne, sur la plage de Sainte-Anne-la-Palude, à Plonévez-Borzay, dans le Finistère. On va recevoir un chef qui a les 2 mains dans l'océan et les 2 pieds dans la tradition familiale. Johan Noël, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le chef de l'hôtel de la plage. Alors attention, cet hôtel 4 étoiles, les pieds dans l'eau en Bretagne. Avant de parler cuisine, je voudrais que vous nous parliez de cette maison familiale qui existe depuis maintenant 4 générations ? C'est ça, en effet, on est la 4e génération avec mon épouse. Donc on vient de fêter les 100 ans cette année. Voilà, 100 ans dans la famille. Donc hôtel situé sur une plage abandonnée et au bout de tout, dans la baie de Douarnenez. Qu'est-ce qui fait l'âme de cette adresse d'ailleurs qui est posée sur l'eau et cette plage abandonnée dont vous nous parlez ? C'est incroyable qu'en 2025 on a encore cette notion de plage abandonnée. Oui, tout à fait. Disons que nous, c'est vrai qu'on est très préservé par les constructions, même par les touristes. En fait, finalement, lorsqu'on veut venir à Sainte-Anne-la-Palude, c'est vraiment faut y venir. On s'y retrouve pas comme ça par hasard. Mais alors du coup, il va falloir quand même avoir une voiture obligatoire ou il y a... C'est quand même mieux, oui, tout à fait. Il faut quand même avoir une voiture, c'est toujours plus pratique, même pour visiter le coin, quoi. Votre cuisine, Johan, met vraiment en avant les produits de la mer, évidemment, ça paraît logique. Tout à fait. On travaille, disons qu'on on a la chance d'avoir vraiment une pêche juste en face de nous. Donc que ce soit du poisson, que ce soit coquillage, crustacés, on a vraiment de tout. On manque de rien. Sur la plage abandonnée. Coquillage et crustacés. Alors on va pas parler de coquillage et crustacés avec vous, Johan Noël, mais j'aimerais qu'on en parle du maquereau, un poisson que personnellement j'adore parce que la chair est... Il y a de la vraie mâche en bouche, il y a un vrai goût. Alors, je vais pas en parler, je vais vous laisser en parler, mais alors quel bonheur ce maquereau qu'on ne doit pas manger qu'en boîte surtout. Non, c'est mieux. Disons qu'en plus, ce poisson-là, on peut le décliner sous plusieurs recettes. On peut le manger cru, en tartare, on peut le manger fumé, on peut le manger en vinaigrette, on peut le griller aussi. C'est très très bon. Puis il a beaucoup de particularités très bonnes pour la santé puisque c'est riche en oméga 3. C'est un poisson qui est donc très gras. Donc c'est un poisson très bénéfique pour la santé. Donc, et pourquoi vous avez choisi ce maquereau ? Il y a aussi, on va être très honnête, c'est un des poissons qui est encore accessible également en termes de déjà prix. d'une part
Oui, tout à fait. Il est déjà d'une pas très cher, bon, souvent boudé, parce que bon, c'est vrai que bon, c'est quand même lorsqu'on le grille, on peut tous le dire, c'est vrai que ça sent très fort, mais bon, à côté de ça, c'est dommage parce que c'est un poisson qui mérite d'être plus valorisé que ça, parce que c'est vrai que bon, par rapport là, c'est de la pêche pélagique, donc c'est des poissons qui vivent en banc, donc on en trouve vraiment à profusion par rapport à d'autres poissons comme le bar, des choses comme ça où c'est très réglementé. Quelle est la signature de Johan Noël, notre invité sur Sud Radio ce matin dans la table de l'été, pour le travailler? Comment est-ce que vous, qu'est-ce que vous aimez lui faire subir avant qu'on le déguste? Là, disons que là actuellement j'en ai à ma carte, hein, et donc d'abord je le fais un petit peu je le fais cuire, je le saisis au sel, voilà, comme un saumon fumé si vous voulez, que je sèche ensuite et que je fume. Et à côté de ça, je fais donc un beurre d'agrumes et ça se marie très très bien. Et quand vous dites je le saisis au sel, c'est-à-dire que vous l'avez vidé? Ouais, alors disons qu'il est levé, vidé, donc on enlève les arêtes, on met un petit peu de sel parce que bon, c'est un poisson qui est pas très gros, donc on le met un petit peu au sel pour saisir les chairs, comme on dit, les cuire un petit peu avec le sel. Combien de temps? Et ensuite, là pour un petit filet comme ça, je compte à peu près 10-15 minutes. Ah oui. Ça suffit largement, oui, tout à fait. Après, on le rince bien. On le sèche et ensuite avec un petit fumoir, parce que maintenant on peut trouver des petits fumoirs de ménagères maintenant dans les grandes surfaces, on peut fumer soi-même son poisson. Très bien. Donc ça, on le fait à la maison, on le fume et puis on le mange. On a combien de temps pour le manger après? Après, justement, parce que le fait de le mettre en sel, au sel, ça lui donne une conservation. Donc on peut le garder beaucoup plus longtemps qu'un maquereau frais dans un frigo, par exemple. Donc on peut compter 3-4 jours comme ça, tranquillement, quoi. Maquereau grillé, comme vous le faites comment? Juste grillé classique? Sur un grill ou... sur la grillade, ouais, tout à fait. Hein. Simplement avec un trait de citron, des fois ça suffit largement. Des fois, faut pas partir trop dans la complexité. Je suis d'accord. Ensuite, on peut aussi même faire ne serait-ce qu'une petite vinaigrette avec des herbes hachées également dedans. Ça marche très très bien. Ou même tout simplement quelques agrumes, hein, de l'orange, du citron, du pamplemousse, et ça marche très très bien. Ah, moi, j'avoue que je suis fan de ce poisson que j'ai redécouvert grâce à mon poissonnier. Vous dites d'ailleurs, hein, vous qui êtes notre invité sur Sud Radio dans la table de l'été, Johan Noël, hôtel 4 étoiles, l'hôtel de la plage, ça sonne tellement encore les vacances, le nom de votre hôtel, grande histoire familiale. On est à Ploneves-Porzay dans le Finistère, là où finit la terre, dans le département numéro 29. Vous dites aimer la terre et la mer, et c'est d'où ma transition. Est-ce que ce maquereau se prête vraiment aux alliances que vous faites aussi terre-mer? Alors le maquereau, non, je préfère lui laisser le plein projecteur dessus, puisque c'est vrai que comme on dit, bon voilà, moi j'aime bien remettre un petit peu les poissons qui sont boudés sur les étalages, leur donner vraiment ce côté simple, donc sans trop les dénaturer. Donc là pour ce genre de poisson, je le travaille de A à Z, mais sans trop faire de d'accord. D'accord, voilà. D'accord. Bon alors d'accord. Revenons évidemment sur ce que vous proposez à votre carte aujourd'hui, à part le maquereau. Là actuellement j'ai donc revisité le ragoût de homard, donc de l'arrière-grand-mère de mon épouse. Oh génial. Voilà, donc du coup, bon, j'ai retiré un petit peu de beurre et un petit peu de crème, n'est-ce pas, pour alléger un petit peu la recette. Mais c'est bon, c'est un homard qu'on mange avec les doigts, et puis c'est histoire de retrouver un petit peu ce petit côté naturel de manger avec ses propres moyens. Ça c'est drôlement bien. Très bien. Manger avec les doigts, il n'y a pas que les frites et le lapin. Du coup, on va pouvoir aller manger le homard chez vous, à l'hôtel de la plage. Avant de se quitter, on va faire une parenthèse. Dimanche prochain, donc c'est le dernier dimanche du mois d'août, et c'est le grand pardon. C'est un rendez-vous en Bretagne qui est inloupable. Disons que là, oui, c'est le grand rassemblement donc traditionnel de Bretagne. Donc il y a le côté un petit peu religieux, mais aussi le côté traditionnel aussi de la Bretagne, puisque là, c'est le grand rassemblement de tous les costumes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bretagne, il y a plusieurs régions, et chaque région a son identité, donc avec son costume, avec sa coiffe, toutes ces choses-là. Donc là, c'est le grand rassemblement, ouais. Je vais en profiter pour faire un petit message personnel à des amis qui adorent la Bretagne. Annie et Sylvain, ils comprendront également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Johan. Vous êtes ouvert toute l'année ? Non, du tout. Là, on va fermer donc pour la trêve hivernale, donc début novembre. D'accord. Voilà. Et puis on rajoute juste que dans l'hôtel, vous avez de nouvelles chambres, que tout a été refait. Il y a plein de choses. On a rénové, oui. Ouais. Tout à fait. On a rénové nos 20 chambres totalement.
Et donc on a créé un autre spa, donc on a ouvert l'année dernière. Oh, voilà. Alors ça, moi vous allez me voir arriver. Hein. Avec grand plaisir. Bretagne, spa, macro, vous avez dit les mots qu'il me fallait. On a la totale. Et la plage abandonnée, j'aime beaucoup. Merci à vous, Johan Noël, d'avoir été avec nous dans notre rendez-vous des tables de l'été pour notre émission Les routes de l'été. À suivre, pour notre nouveau rendez-vous des routes de l'été, je vous propose de partir en vacances façon van life. Est-ce que ça vous dirait d'aller faire des road trips comme ça, même de vivre en van ou de partir plusieurs jours pendant vos vacances en van life? On va en parler. Le succès grandissant des vacances en van life sera le sujet de notre dossier de l'été, juste après les infos de midi. Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et nous poursuivons ensemble cette dernière semaine des routes de l'été avec une heure encore bien remplie. Vous pouvez compter sur moi. Dans les dossiers de l'été, on va d'ailleurs s'intéresser dans quelques instants à une tendance qui ne cesse de séduire, les vacances en van life, liberté, aventure, esprit nomade. Notre invité Nathan Alves Barbosa, fondateur du média Capsule.tv, viendra nous expliquer pourquoi les Français sont de plus en plus nombreux à céder à cet appel de la route et pourquoi lui-même le teste régulièrement. À 12h40, on va partir sur les sentiers de l'été, également à la découverte de l'un des plus beaux villages de France. Connaissez-vous Saint-Cénéry-le-Géréy, niché au cœur des Alpes Mancelles? On est donc dans la Sarthe et avec Lucie Bessin qui est guide et conseillère en séjour. Nous allons plonger dans un havre de paix entre nature, patrimoine et inspiration artistique. Et puis comme chaque jour, à 12h50, donc juste avant la pause de 13h, on terminera notre journal des routes de l'été avec les escapades de Rémi, notre compagnon de voyage qui a été fidèle tout au long de ce mois d'août. Mais tout de suite, vous l'avez compris, allez, les vacances ne sont pas encore terminées. Non. Enfin, pas pour tout le monde. Et si on partait en van life ? Sud Radio, le dossier de l'été. Cap sur une aventure nomade avec notre invité aujourd'hui. On va en parler de ce van life. Mais qu'est-ce que la van life? Vous l'avez sûrement croisé sur les réseaux sociaux. Des fourgons aménagés en petites maisons roulantes font de plus en plus d'adeptes. Pourquoi ce mode de vie nomade revient-il au goût du jour, Théo Ampillac? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est pour la liberté. Pouvoir voyager à son rythme, dormir au bord d'un lac, au pied d'une montagne ou en bord de mer, sans contrainte d'hôtel ni de réservation. Ensuite, il y a une quête de simplicité. Et oui, ceux qui adoptent le van life cherchent à s'échapper du quotidien urbain, à ralentir, à vivre avec moins, mais avec mieux. Il y a aussi une dimension, bien sûr, économique. Même si l'aménagement d'un van représente un petit investissement quand même, cela reste moins coûteux que les voyages classiques sur le long terme. Et enfin, la crise sanitaire. Et oui, elle a joué son rôle là-dedans, puisque le besoin d'espace, d'air libre et d'autonomie a poussé de nombreux voyageurs vers cette solution. Et c'est parlant en chiffres, puisque en 2023, près de 14 000 nouveaux vans ont été immatriculés en France, soit plus du double par rapport à 2017. En parallèle, les ventes de camping-cars d'occasion sont passées de 54 000 en 2015 à près de 70 000 en 2023. Résultat, la van life n'est plus un simple effet de mode, mais un véritable art de vivre qui séduit toutes les générations. Merci beaucoup Théo. Et vous qui êtes avec nous sur l'antenne et à l'écoute de Sud Radio, est-ce que vous aimez partir en ce qu'on appelle la van life? Est-ce que vous avez votre camping-car? Est-ce que vous êtes plutôt petit combi Volkswagen? Venez vous raconter au 0826 300 300 pour en parler avec nous et avec notre invité Nathan Alves Barbosa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci d'être revenu surtout. Non, je repars tout de suite. Avec le jingle, j'ai envie de repartir déjà. Ah, très bien. Nathan, vous avez passé votre été en van life. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est un choix que j'ai initié il y a déjà plusieurs années et que j'ai testé à différentes étapes. D'abord en voiture, simplement, en rabattant juste la banquette arrière, en mettant une petite couette, une couverture. Et là, on part vraiment à l'essentiel. Le principal, c'est vraiment, comme on le disait au départ, dans l'intro, de s'échapper de ce quotidien, de ce côté urbain, de toute cette broussaille, cette pollution, etc. Et d'aller vérifier la nature, revérifier des passages de vie qu'on n'aurait pas le temps de faire le reste de l'année, et notamment des randonnées. Donc une reprise sur soi, un cheminement vers quelque chose de plus simple aussi. Et puis, en fait, on s'embourgeoise. On reprend la mauvaise idée. C'est-à-dire qu'en faisant des grosses économies en n'ayant que la voiture, et ben on reprend après un petit van. Et là, cette année, c'était l'opportunité par rapport à ce que je fais à côté, d'avoir un van. Qui était lequel ? Qui était un California, donc on va Volkswagen, dire, comme le combi, nouvelle génération, celui qui est le plus vendu dans l'histoire d'ailleurs. Pour la petite anecdote, on a vraiment la maison mobile. Comme tu le disais tout à l'heure, on a
les sanitaires, quasiment. Hein. On a la possibilité de prendre une petite douche. On a à peu près 30 litres d'eau. Donc, propres qui deviennent usés. Par contre, il y en a d'autres dans le marché qui proposent même de l'eau chaude, ce qui n'était pas le cas de mon côté. Ah, donc vous êtes parti, Nathan, pour prendre le temps de raconter votre histoire, avec de l'eau froide, donc c'était des douches froides. Alors vous êtes parti d'où jusqu'à où? Vous avez fait combien de kilomètres? Alors c'était une balade de 4000 km. Ah, c'est bien. Vous êtes parti avec qui? Avec mon meilleur ami. À deux mecs, deux garçons. On l'a fait plusieurs fois déjà. Chaque été, on part dans des destinations différentes. Et cette année, donc, on est parti de Paris naturellement, côte ouest. On a fait un petit peu La Rochelle et on a été subjugué du nombre de personnes qui étaient là en tourisme, c'est-à-dire personne. C'était désert, La Rochelle, tout début août. Quoi? C'était La désert. Rochelle. Désert début août. Désert début août. Mais que c'était long passé. Moi qui vais sur l'île de Ré, jamais j'ai vu La Rochelle vide. À 19h30 sur le port, personne. Même la possibilité de poser son van et de profiter de la place libre. Ça, c'était étonnant. Ah ouais, incroyable. Bon, le bain de foule, on l'a repris le lendemain à Bordeaux. Ah oui. Et après, on est descendu sans jamais quitter la foule pendant un long moment avec Cap-Breton, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Biarritz. Et pourquoi ce parcours-là? Pourquoi ce parcours tout ouest France avant d'aller en Espagne? Eh bien parce que la Terre, je l'ai déjà fait dans à plein de reprises, et je voulais vraiment, pas forcément aller me baigner, mais voir la mer tout le long, me balader à côté des routes les plus côtières, et surtout aussi passer par les Landes, parce que en van life, les Landes, c'est juste génial. Les paysages sont parfaits. On a des grandes lignes droites. C'est propice, là encore, à une économie de carburant, cette fois-ci. Et puis, à pouvoir écouter sa musique tranquillement en écoutant juste la nature. Ça, c'est parfait. Alors, important ce que vous venez de dire, on avait le but, je voulais voir la mer. Ça veut dire que quand on décide de partir en van life, comme vous l'avez fait là cette année, c'est-à-dire que tous les jours, vous pouvez changer. C'est la même chose pour les camping-cars. Hein. Nos amis camping-caristes qui changent tous les jours de destination, venez nous raconter pourquoi vous aimez partir en camping-car. Vous avez fait une petite grimace, mais on va revenir sur votre grimace tout à l'heure sur le côté camping-car et van life. Ça veut dire que quand on part comme ça, il faut avoir un but? Alors un but, pas nécessairement, mais après quand on a un budget à respecter, on regarde combien de kilomètres on peut faire, et puis la durée de nos vacances aussi va déterminer ce qu'on va faire derrière. En l'occurrence, sur 4000 kilomètres, on avait quand même un budget assez important, notamment en carburant, mais c'était là le seul poste de dépense, puisque pas d'hôtel. Donc qui dit grosse économie de logement, dit dépenses dans le local et dans la gastronomie. On a pu profiter de petits restaurants au niveau local, on a pu chaque matin aller découvrir des petits déjeuners dans des cafés locaux, dans des endroits où les villages, pour moi, me semblaient complètement déserts et les boulangeries n'existaient même plus. Et pour le coup, c'était presque le cas. Ils étaient étonnés de voir des touristes et ils apprécient la van life pour cette raison. C'est qu'ils voient des gens avec du pouvoir d'achat généralement, en fin de compte, assez aisé, redorer le côté local de notre joli pays ou celui des pays voisins, en l'occurrence l'Espagne. Alors, lors d'un mondial de l'automobile qui est pas si vieux que ça, c'était pas le dernier, mais c'était donc l'avant-dernier, il y avait toute une exposition de van life. Vous qui aimez le pratiquer, Nathan Alves Barbosa, qui avez fait vos vacances en van life cette année, en tout cas en van, et vous êtes fondateur du média Capsule.tv, qu'est-ce que c'est pour vous la van life ? La van life, c'est pouvoir se déplacer sans forcément avoir un but au départ, en étant quasiment autonome, pouvoir se reconnecter avec les paysages, la nature, soi-même également, et puis laisser les embrouilles, les problèmes du quotidien. De là où vous partez, vous les récupérez sans doute en revenant, mais en ayant une autre vision de la vie plus apaisée. Et pendant ce temps-là, vous aurez découvert des choses que vous n'auriez peut-être pas pu faire en prenant l'avion, en prenant le train. Même si le train au quotidien est juste génial aussi pour faire de belles rencontres dans nos territoires. Et puis derrière, vous avez la possibilité de vous arrêter là où bon vous semble. Attention, les législations évoluent pas mal, se durcissent, et ma grimace tout à l'heure venait des camping-cars qui ont leur fait la chasse malheureusement ces dernières années, notamment par les hauteurs de stationnement qui sont beaucoup plus bas qu'auparavant et qui, par la même occasion, nourrissent les ventes des van life, puisque un van, par définition, normalement ne dépasse pas les 2 mètres. Ouais, on reviendra sur le camping-car dans quelques instants, parce qu'on peut faire du van life en camping-car. On verra la différence effectivement van et camping-car avec vous. On va accueillir Françoise au 0826 300 300 qui est avec nous sur Sud Radio pour nos routes de l'été. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Vous êtes où? Alors là dans le Lot pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est-à-dire que là vous êtes en train de vous balader, vous aimez vous avec votre ami, me dit Manu qui est au standard et qui vous accueille, que vous êtes des voyageurs, que c'est comme ça que vous adorez passer votre temps? Maintenant, on a tout le temps, donc oui, effectivement, on est très bien comme ça, depuis 5 ans.
Qu'est-ce qui vous a poussé à voyager comme ça? Ben déjà, on adore voyager et puis justement maintenant on a tout le temps qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc on a franchi le pas sans jamais avoir fait de camping-car ni quoi que ce soit. Donc et là vous êtes en camping-car? Voilà, là on est en camping-car, effectivement. Et vous pas pour très longtemps maintenant, mais enfin. Et pourquoi vous dites ça? On a décidé de changer un petit peu de véhicule. Ah, vous allez aller vers quoi? Alors, un 4x4 cellules. Un 4x4 cellules? Oui. Nathan, mon avis. Pour pouvoir aller un peu plus loin. Nathan, c'est quoi un 4x4 cellules? Un 4x4 cellules, c'est grosso modo souvent des bases de pick-up, avec laquelle à l'arrière on a la benne vide. On vient acheter une cellule nue ou déjà équipée. Ça coûte entre 10 et 25 000 euros. Donc c'est beaucoup moins cher encore qu'un van. Et puis on peut l'enlever ou le mettre en 10-15 minutes, grosso modo. Donc on peut utiliser son van pour son pick-up au quotidien, ou alors de temps en temps l'utiliser pour la van life. Alors là c'est plus de la cellule life et on peut aller beaucoup plus loin puisque le pick-up, lui, généralement il est fait pour aller arpenter des chemins vraiment dégradés. Donc on est tranquille, à l'abri. Et puis dans votre situation, je vous envie. Si vous avez tout le temps pour le faire, vous pouvez faire 20 km par jour et découvrir des beaux paysages, c'est parfait. Ouais, mais alors ce qui est important, c'est que ça reste quand même de la van life, puisque le van life, c'est pas juste dû, on va faire un point là-dessus, Françoise, au véhicule. C'est plus une philosophie. Nathan, c'est ça, Françoise, hein? Tout à fait, oui. Et donc vous avez envie d'aller crapahuter sur des pistes et des sentiers que vous ne connaissez pas avec votre 4x4. Exactement. Et alors, on y va dans l'astuce et dans le partage des bonnes choses. Quel est le type de 4x4 que vous préféreriez? Ça serait quoi, une grosse base de Toyota, une grosse base on pensait Hilux ou quelque chose dans ce genre-là. Bon, c'est plutôt un bon choix, hein. Parce que j'ai un vrai pro. Après, je connais pas tout moi, donc. Mais Nathan, Isuzu, on avait vu et voilà. Nathan Alves Barbosa, qui est notre invité, qui fait ses vacances en van life avec son Volkswagen, est aussi un vrai spécialiste. Il essaye pas mal de véhicules, fondateur du métier Capsule TV. Là, c'est un bon choix? C'est un très bon choix. C'est d'ailleurs celui sur lequel la plupart des entreprises qui ont créé ces cellules se sont portées pour sa praticité, sa maniabilité, sa consommation qui est raisonnée, et puis le fait que vous pouvez mettre du poids dedans, ainsi qu'un emport en termes d'habitabilité qui est très intéressant. Donc le Isuzu est une deuxième option. Et il y a aussi le Mitsubishi L200 qui peut être une option encore moins coûteuse. Attention, la benne est un peu plus courte. Voilà. Françoise, vous nous tiendrez au courant? Tout à fait. Est-ce que je peux vous être très indiscrète? Allez-y. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Hein. D'accord. Quel âge avez-vous? 69. En fait, pourquoi je vous pose cette question? C'est qu'on a la sensation, Françoise et Nathan, que ce sont plutôt les jeunes générations, on va dire les trentenaires, qui sont de nouveau attirés par la van life, et Françoise nous prouve une fois de plus le contraire. Tout à fait, d'autant qu'on s'est fait pas mal d'amis en van life justement, et il y a tous les âges, on va dire, voilà. Nathan, ça vous embauche à quoi, les jeunes générations, hein? Non, je pense que, en fait, comme je disais tout à l'heure, on s'est embourgeoisé un petit peu trop au fur et à mesure des années 80, 90, 2000, 2010, et que là, on revient donc à nos âges trentenaires, de l'âge de madame, justement, dans les années 90, de pouvoir avoir ce retour aux sources. Et le fait de pouvoir aller à la montagne, se balader, crapahuter en ayant sa maison qui nous attend en bas sur un petit parking, plutôt que de partir d'une destination A à un point B avec une escale, machin, à l'autre bout du monde pour prendre 3 photos, c'est horrible. On ne prend pas le temps de vivre. Et moi, je le vois au quotidien. On vit des choses extraordinaires, mais on ne prend pas le temps de vivre. Là, on a le temps de vivre parce que sa maison nous attend. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et ben voilà, vous voyez comme quoi j'aime bien Sud Radio parce que toutes les générations se retrouvent et en tout cas on parle le même langage aujourd'hui. Merci beaucoup Françoise. Alors attendez, juste avant de vous quitter, alors vous êtes dans le Lot, vous allez où là après? On rentre juste d'Italie et on a fait du plus haut, le Cap Nord, jusqu'au Cyclades le plus bas. Et là, je sais pas trop, on pense peut-être aller faire un petit tour au Maroc cet hiver. Eh ben super. Se tenir au chaud. Comment s'appelle monsieur?
Michel. Eh ben, vous embrassez aussi Michel de notre part. On vous embrasse fort, Françoise. Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Et bon voyage en van life. Nous allons, Nathan, dans quelques instants, continuer à parler de ces vacances, des vôtres, mais surtout de la façon dont vous voyez les choses avec cette van life. Il y a beaucoup de réactions. Il y a quelqu'un qui dit tiens, pourquoi pas partir, mais il faudrait tout vendre et tout plaquer et tout partir. Est-ce qu'on peut vivre une vie de van life? Tiens, ça peut être aussi une question. Et puis vous nous donnerez bien sûr les astuces. C'est la van life, c'est aussi une consommation responsable, le quotidien de la route, la dimension un peu psychologique, la dimension humaine. Voilà, on fera un petit zoom sur tout ça au retour de notre pause. Vous êtes sur Sud Radio, vous aussi faites comme Françoise. Hein. Si vous voulez ou poser des questions à notre invité ou échanger avec nous et partager une expérience de van life, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Invité Nathan Alves Barbosa, fondateur entre autres du média Capsule.tv. D'ailleurs, c'est quoi Capsule.tv, Nathan? Capsule.tv, ce sont des vidéos, format programmation, une vidéo par jour, 3 minutes maximum pour tout découvrir sur un véhicule, une fonctionnalité, un essai routier, peu importe, pour les novices ou pour les plus aguerris. Voilà, et puis vous savez, vous, que vous avez votre journaliste préféré sur Sud Radio tous les samedis, l'ami Jean-Luc Moreau, qui fait ça aussi sur la page YouTube de Sud Radio avec ses essais de la semaine. Nathan, vous êtes avec nous parce que vous avez fait un parcours de 4000 km avec votre Volkswagen en van life, c'est bien notre sujet d'aujourd'hui. La van life, on a vu avec François, 69 ans, qu'il n'y avait pas une histoire de génération pour apprécier cette façon de vivre. On parle de vacances avec vous, mais certains, vous me le disiez hors antenne, vendent leur maison et partent complètement vivre cette partie de leur vie en van life. Après Covid, il y a pas mal de personnes qui ont décidé de rendre leurs appartements parce qu'ils étaient en télétravail 5 jours sur 5. Et donc finalement, avec une connexion Wi-Fi ou 5G, on peut aller partout, travailler de partout. Et c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'ouvrir son van, d'ouvrir la fenêtre, d'avoir une belle montagne ou une belle vue sur mer et de pouvoir faire un zoom ou un Teams en cachant le fond. C'est pas très difficile. Donc pour certains, ils ont pris le pas à ce moment-là. D'autres attendent la retraite pour vendre leur maison et partir en camping-car ou en van un peu plus restreint pour aller faire le tour du monde, comme la personne qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. Et alors vous me disiez hors antenne, attention, quand on part en couple, il faut être vraiment costaud. Quand on a eu une vie de couple, avec les enfants, etc., il faut que le couple tienne bien. Pourquoi? Ça peut être la révélation. On s'est retrouvés pendant des années avec des grandes maisons où chacun, lors d'une petite dispute, pouvait aller changer de pièce. Et là, dans 4 mètres carrés, c'est compliqué de changer de pièce, à moins d'ouvrir le toit relevant et d'aller au-dessus. Mais bon, on va finir par s'entendre. Il faut, je pense, sortir du van et chacun faire des activités qui lui sont chères, ou alors les partager à deux. Ça peut faire naître des passions. Alors vous êtes parti donc cette année, vous avez fait toute la côte ouest et vous êtes allé jusqu'en Espagne. Question pratico-pratique, comment on prépare un voyage en van life comme ça? Alors il y a plusieurs applications qui existent aujourd'hui sur le marché, qui sont gratuites ou payantes et qui permettent de partir l'esprit serein, si ce n'est même les yeux fermés. Je ne sais pas si on a le droit de les citer. Allez, il faut en citer au moins 3. On va en citer au moins 3 alors. Il y en a une qui existe depuis très longtemps, qui est Park4Night. Donc Park4Night. Attendez, vous allez trop vite là, Nathan. Park4Night. Voilà, c'est un parking pour la nuit, quoi. Park. Voilà, tout simplement. P-A-R-K. Le chiffre 4. Et night. La nuit. La nuit. Dans ces cas-là, il est 19h, 20h, vous en avez marre de rouler, vous voulez commencer à chercher un petit restaurant, vous trouvez votre resto, vous mangez, très bien. C'est quoi la prochaine étape? Eh ben, ça va être de dormir. Alors dormir, aujourd'hui c'est très réglementé, on peut plus forcément dormir partout, et puis il faut éviter d'ennuyer aussi les locaux, les habitants ou les autres touristes. Donc on regarde sur cette application-là et on cherche à la ronde quelles sont les possibilités. Eh bien, il y a une communauté d'utilisateurs qui est énorme, qui permet de dire, ben là, il y a 3 jours, j'ai dormi ici, attention, c'était pas forcément très propre. Là, c'était plutôt bien desservi en services locaux, des toilettes, une douche. Là, par exemple, vous avez des restaurants qui proposent également la possibilité de faire le petit déjeuner dès le matin. Donc, en fait, on a plein de petits services. On a une bagatelle d'équipements qui sont proposés sur cette application-là. Donc, Park4Night, c'est la première. Une deuxième. On a le service Utopia. Utopia qui est très connu pour fabriquer des vacances et des beaux souvenirs, qui désormais fait Utopia Bivouac. Utopia Bivouac, eux, pour la maudite somme de 10-20 €, ils viennent en intermédiation entre le propriétaire d'un terrain, qui ne saurait quoi en faire l'été, et nous, qui sommes en van life, qui voulons dormir en sécurité, entre guillemets, sans se prendre la tête. Et ben, on réserve sur l'application pour la nuit, un peu comme le Airbnb du bivouac. Et dans ces cas-là, vous avez accès au terrain, voire à l'eau chaude ou autre. Et donc, ça vous fait également une rencontre chez l'habitant. Troisième. La troisième, si je puis dire, c'est un faux troisième. Ça va être les avis Google des différents lieux visités touristiques. Pourquoi ?
parce que les avis Google de ces lieux touristiques souvent interdisent catégoriquement, ce qui n'est pas mis dans les fiches Google, les accès pour dormir dans des parkings des lieux touristiques. N'allez pas à la Sagrada Familia. En Espagne à Barcelone. En Espagne à Barcelone, en van life. Je l'ai fait dans mon tour de 4000 km. Vous êtes refusé de partout. Et là, que vous soyez camping-cariste ou van lifer, donc moins de 2 mètres de haut, vous êtes quand même refusé. Donc si vous allez dans une grande ville, allez-y en transport, soit en commun, soit en train, mais pas en van life. Sortez pour poser votre van. Vous venez de dire quelque chose qui m'a interpellé. En van lifer, moins de 2 mètres de haut. C'est comme ça qu'on définit le véhicule d'un van lifer. En fait, ce sont des utilitaires de base, des Renault Trafic, etc., qui ont été lourdement aménagés, mais qui respectent toutes les normes pour que nos amis livreurs du quotidien puissent passer partout, malgré la hauteur qui est, semble-t-il, assez basse. Et les municipalités, de plus, pour éviter le camping-car sauvage, ont décidé de mettre des barrières à hauteur généralement de 2 mètres. Les camping-cars les dépassent allègrement pour la plupart. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de van life dans l'usage plus simplifié. D'accord. Sur la page Facebook de Sud Radio, on a Antoine qui dit les meilleures vacances en mode liberté avec sa Kangoo. On en parlera parce que vous avez des tips à nous donner, enfin des conseils, parce qu'on peut, même ma propre voiture, je peux la changer en van life, on verra ça tout à l'heure. C'est exactement ce que j'avais envie de faire, Fréquence nous dit tout vendre. Il faut un endroit, un point d'ancrage, à partir de là, on part en van au gré du vent sans problème ? On peut partir au gré du vent sans problème. Le point d'ancrage... peut-être garder une boîte aux lettres quelque part, un lieu de domiciliation, ça peut servir en France, c'est très essentiel. Oui. Mais après, on peut partir faire la tournée des pays. Je pense que c'est la plus belle des récompenses quand on a travaillé toute sa vie que de pouvoir dépenser son argent noblement dans ses vacances au quotidien. Alors, côté vie pratique, parce que vous le disiez tout au début de notre rendez-vous sur les routes de l'été, sur Sud Radio, avec ce dossier de l'été, vivre en van life, ou tout du moins partir en van life. Côté vie pratique, dormir, se laver, aller aux toilettes. Et quelles sont les choses que vous pouvez partager ? Alors, aller aux toilettes... J'ai senti le sourire. Et ça sent le vécu, là. Non. Aller aux toilettes, c'est la plus grande difficulté, parce que généralement, les sanitaires ne sont pas inclus dans les vannes. Et c'était le cas du vôtre ? Alors, en accessoire. En accessoire, vous avez des opérateurs qui proposent ça aujourd'hui. Je pense à certaines marques qui font ça pour 40 par 30 cm. C'est tout petit, très compact. Vous avez les eaux propres, les eaux usées aussi de vos toilettes, des copeaux, enfin comme des toilettes sèches. Ça me rappelle le pot de chambre de papy et mamie dans la chambre. Mais pourquoi pas ? Non, mais excuse-moi. Pour quelques... on va dire d'urgence, ça peut être parfait parce qu'au quotidien, quand on est au restaurant, on peut aller aux toilettes toute la journée. Franchement, on ne va pas aux toilettes dans son van. Ouais. Mais la pause pipi peut être intéressante. Et puis pour éviter de faire de façon dans la nature aussi, pour respecter la nature, encore une fois, ça peut être pratique. Pour la douche, les douchettes sont, on va dire, géniales. Quand on est en plein été qui fait 33-35 degrés, l'hiver c'est un peu plus compliqué. Et dans ces cas-là, j'en reviens aux applications, aux aires de repos, aires de service, même gratuites, puisque pour le road trip de 4000 km, je n'ai pris aucune autoroute, je tiens à le préciser. Donc là, on regarde où sont des douches disponibles pour une modique somme, 1, 2, 3 euros. Et les campings le proposent aussi, de pouvoir prendre sa douche parfois. C'est important de ne pas prendre l'autoroute quand on fait du van life, parce que l'autoroute, ça va trop vite. Et puis le principe du van life, c'est de prendre son temps, de regarder le paysage, de découvrir. Comme vous le disiez, on peut faire juste 20 km un jour, aller se promener, faire une randonnée ou dans une ville ou un beau paysage, quoi. C'est vraiment ça. L'autoroute, c'est génial le reste de l'année. Ça permet de rallier des villes beaucoup plus rapidement que prévu, mais là, c'est tout l'inverse. On n'a pas forcément besoin de rallier une ville rapidement. On veut juste découvrir un village qu'on n'aurait jamais visité en temps normal. Donc, pouvoir éviter d'être sur une grande ligne droite qui n'en finit plus jamais, qui ressemble grosso modo à la mort avec son van life, parce qu'on n'est quand même pas dans la meilleure des conditions en van sur autoroute à 130. Si on peut prendre les nationales, faisons-le. Et puis même les départementales, allons découvrir notre belle France, recommençons à la découvrir. Côté, on se disait que dans ma propre voiture, je pouvais devenir, ma voiture, mon propre véhicule, quelle que soit sa taille, peut devenir mon van pour ma vie, en tout cas mes vacances. Vous vouliez parler, et je vous dis oui, on va le faire, parce que je trouve ça génial, de Raxo. Raxo, c'est un service, c'est une entreprise qui s'est dit, les gens n'ont pas forcément un budget illimité. Française. Non. Je vais en citer une française juste après. D'accord, merci. Mais je parle de Raxo, pourquoi ? Parce que Raxo est allé un peu plus loin au départ, mais finalement notre entreprise française, nos Français ont du talent, on finit par le rattraper et même le dépasser. Mais je reste sur le premier pour commencer. Vous avez grosso modo un coffre de 300-400 litres en moyenne. Eh bien c'est suffisant pour pouvoir loger une énorme valise qui tiendra dedans et qui prendra pas plus que la place que votre coffre. Une fois le rabat, la plage arrière rabattue, siège incliné, les sièges arrière. Non. Quand le véhicule est encore pour 5 personnes. Donc uniquement dans le coffre.
On a cette petite valise qui se balade. On la dézippe, on l'ouvre et on rabat les sièges à ce moment-là. Voilà, ok. En moins de 30 secondes, vous remplacez votre véhicule en vraie voiture pour dormir. C'est-à-dire que c'est un lit avec 7 cm environ d'épaisseur de matelas, des lattes en bois, et vous avez une structure qui vient se déplier en format papillon. C'est très simple, très pratique. Vous rabattez ça en moins de 3 minutes. Vous avez aussi des pieds d'ajustement plus longs, moins longs si vous faites plus d'1,90 m, ou alors si votre voiture est un peu plus longue, vous permettant de vous étirer jusqu'à 2 mètres, 2,10 m. Et franchement, c'est génial. Ça coûte quasiment rien. Vous pouvez garder le même véhicule pour toute l'année. 2 mètres, 2,10 m de long? Ouais. Parce que je pensais à un de mes meilleurs amis qui fait 1,95 m, je me dis, il va jamais passer dans ma voiture. Ça va à 1,70 m minimum, okay, pour les voitures les plus courtes, et ça peut aller jusqu'à 2 mètres, 2,10 m. Alors moi, je vais faire une petite parenthèse, parce que vous l'avez peut-être déjà testé, Nathan. Je pense à tous nos amis qui sont comment on appelle ça, en mobilité réduite. Est-ce qu'il existe des van life, ou tout du moins des constructeurs qui permettent d'avoir aussi sa van life parce que j'ai un fauteuil roulant, parce que j'ai une problématique? Alors je sais que c'est le sujet actuellement. Il y a une entreprise qui est en Bretagne qui est en train de travailler sur le sujet, qui s'appelle Ciao Ciao, et qui veut à terme, au moins sur les formats Kangoo, Berlingo, Rifter, pouvoir proposer ça avec l'emplacement toujours conservé pour le fauteuil roulant, qui pourrait justement se pencher et aller en dessous du lit une fois que celui-ci se déplie. Alors, d'accord. Il y a énormément de normes, de réglementations et d'homologation pour que ça puisse arriver sur le marché. Ça fait 2 ans qu'on en parle, c'est toujours pas, me semble-t-il, homologué. Donc à suivre, mais c'est un sujet intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi pouvoir partir en vacances. Non, parce que là c'est cool, parce qu'il n'y a plus besoin d'acheter un van. Juste avant de parler du prix de ce type d'utilité, vous parliez d'une autre agence, il y a Raxo, mais il y a une autre société française. Donc Ciao Ciao. Qui va proposer jusqu'à 90-95 formats de modèles. Ça me donne envie, moi. C'est pratique, peu importe le véhicule, un break, un SUV, un Ludospace. Est-ce que ça rentre dans ma petite, à moi j'ai une petite BM série 1 qui a déjà quelques années? Ça rentre. Le plus petit format rentre, le moyen format rentrera. Moi je pourrais être un peu du style un peu peureuse, il faut peut-être partir à 2 quand même, une fille seule, non? J'en vois plein sur les réseaux sociaux, des nanas seules qui font ça et... Partir à 2, c'est toujours préférable pour, on va dire, avoir un côté sécuritaire, mais par contre, ça enlève ce côté reprise sur soi et se déconnecter complètement du monde. C'est-à-dire que quand on est tout seul avec sa voiture, à s'arrêter encore une fois là où on veut et faire nos activités propres, on demande à personne. Donc, on se retrouve avec soi-même, on se recentre et on se ressource vraiment plus. Nathan Alves Barbosa était notre invité. C'est déjà terminé, Nathan, mais vraiment merci parce que vous m'avez ouvert des... Bon, je savais que ça existait, mais j'ai un petit peu du mal à passer le pas, mais je crois que je vais le passer là maintenant. Allez, c'est parti. Merci à vous. Merci beaucoup. Nathan Alves Barbosa, juste une dernière chose, vous avez mis des moments de votre parcours en van life sur capsule.tv et sur vos réseaux. Et je fais également une vidéo condensée en 3 minutes du Volkswagen California, avec lequel je suis parti, pour tout découvrir sur les petites astuces. Eh ben merci beaucoup. Vous étiez notre invité pour parler du succès grandissant des vacances en van life. Dans quelques instants, on va continuer. Alors 2 rendez-vous à vous donner, puisque nous allons avoir la chance d'un beau détour de vacances avec un sentier de l'été. Et puis une nouvelle chronique pour cette dernière semaine pour bien préparer la rentrée. Et c'est notre jeune Colin qui s'y collera aujourd'hui. Route de l'été, Laurence Perrault. Et nous allons, si vous le voulez bien maintenant, et même si vous ne le voulez pas, puisqu'en gros, c'est moi qui propose. Oh bah dites donc, Laurence, on se détend un peu là ce matin. On va aller se balader au cœur des Alpes Mancelles. C'est niché au cœur de ce qu'on appelle les Alpes Mancelles, donc c'est du côté de la Sarthe, c'est pas très loin du Mans, d'où le nom des Alpes Mancelles. Saint-Cénéry-le-Géréy est l'un des plus beaux villages de France. Un lieu pittoresque qui est traversé par la Sarthe, qui va vous séduire, par ses maisons en pierre, son pont médiéval et son atmosphère artistique qui va inspirer de nombreux peintres. Je vous propose d'aller à la découverte de cet endroit avec Lucie Bessin qui va être notre guide. Et puis juste après, nous allons accueillir l'un de nos jeunes journalistes tout juste né dans le journalisme puisqu'il est encore à l'école. C'est Colin Magnan-Goupil qui va nous permettre de découvrir une nouvelle chronique pour bien préparer sa rentrée. Et ensuite, nous retrouverons Rémi pour ses escapades. Allez, les routes de l'été continuent jusqu'à 13h. Sud Radio, les sentiers de l'été. Aujourd'hui, nous mettons le cap, sur un petit coin de paradis normand. Et je vais tout simplement accueillir notre invitée pour en parler de ce véritable havre de paix, Lucie Bessin. Bonjour. Bonjour. Oh, quelle jolie voix toute fraîche. Vous êtes conseillère en séjour et vous êtes guide. Et on voulait s'arrêter aujourd'hui à Saint-Cénéry-le-Géréy. On est l'un des plus beaux villages de France avec des origines étonnantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors effectivement, Saint-Cénéry-le-Géré est un très beau village avec ses origines un petit peu particulières puisque c'est un très ancien village qui, donc comme le nom l'indique, il est composé de 2 mots. Saint-Cénéry qui vient d'un Italien qui est né à Spolète et de Le Géré qui vient de la famille des Girois, Guillaume de Girois notamment, et dont la famille a possédé le village pendant à peu près 250 ans. Donc on est sur vraiment un très vieux village et puis les origines finalement de la Normandie. Et là, puis on rappelle aussi que ce fameux Saint-Cénéry, c'était un ermite. Oui. On remonte au 7e siècle quand même. Hein. On n'est pas tout jeune. Hein. Oui, c'est ça exactement. Et il va venir découvrir en fait ce petit village qui portait pas encore ce nom-là et il va s'installer. Il va éradiquer le culte païen et puis ensuite, eh bien le fil de l'histoire va continuer effectivement. Alors je vais proposer à tous ceux qui écoutent Sud Radio ce matin dans les routes de l'été de fermer les yeux et de leur proposer un tableau un peu vivant. Pierre de Roussard, rivière paisible. On est aussi sur des fresques médiévales. C'est une atmosphère un peu particulière. Elle est assez unique, l'atmosphère de Saint-Cénéry et le Géré. Oui, alors effectivement, c'est bien de s'y balader en toute saison. Alors l'été, c'est un petit peu plus agité, mais c'est sympa d'y aller en automne ou au printemps. Il y a toutes ces couleurs là qui arrivent. Et effectivement, on est sur une ambiance un peu particulière. C'est une ambiance de petit village. Aujourd'hui, il y a à peine 100 habitants, donc tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie et tout le monde prend soin aussi les uns des autres. Donc c'est très agréable. Et puis la place de Saint-Cénéry, pardon, je ne peux pas y arriver. C'est un peu particulier. Saint-Cénéry-le-Géré, cette place a d'ailleurs inspiré de nombreux peintres, dont de très célèbres peintres. Oui, alors que ce soit la place, que ce soit aussi le pont ou la chapelle, il y a de nombreux peintres dès le 19e siècle qui vont s'arrêter à Saint-Cénéry. Ils vont, comme on dit, peindre sur le motif, donc peindre directement devant le paysage. Et puis ça va inspirer Corot, les élèves de Corot, Eugène Boudin, Paul Saint, et puis tant d'autres. Et là, on a Courbet aussi, hein? Courbet, bien sûr, oui, tout à fait, oui. C'est aussi une porte ouverte sur la nature, ce joli village de Saint-Cénéry et le Géré. Que peut-on apprécier en se baladant d'ailleurs aux alentours ? Alors, c'est vrai que le village est traversé par la Sarthe, donc on peut effectivement marcher le long de la Sarthe. Après, il faut aussi aller vers Saint-Léonard-des-Bois, qui est juste à côté, qui va poursuivre un petit peu la découverte des Alpes-Mancelles. Et puis, on est non loin d'Alençon, donc effectivement, on est bordé là comme ça par ville et village, et puis la Sarthe, l'Orne aussi, voilà le Sarton, toutes ces cours d'eau qui vont traverser. Là, on a de la chance d'avoir un beau village, mais une belle région surtout. Et c'est un village qui est perché un peu, hein ? Oui, effectivement, on commence à être dans les Alpes-Mancelles, donc parce qu'on n'est pas loin du Mans, d'où le nom Mancelles, mais on va avoir ces falaises un petit peu, donc c'est assez surprenant puisque finalement on est plutôt sur un territoire qui est assez plat finalement dans l'Orne, et puis on arrive ici là à Saint-Cénéry et puis ensuite à Saint-Léonard-des-Bois et on retrouve là des falaises, donc c'est assez impressionnant et c'est ce qui fait aussi la magie du lieu. Lucie Bessin, vous qui êtes conseillère en séjour et guide, est-ce que l'on peut parler aussi de cette porte ouverte des panoramas de la Sarthe, du parc naturel régional Normandie-Maine? On a des sentiers de randonnée qui sont très accessibles, on a la boucle autour du village, on a aussi les jardins de la Mançonnière. Allez-y, parce que c'est un coin de France que j'aimerais bien que les gens découvrent aussi un petit peu plus en détail. Oui, effectivement, vous avez raison, c'est un coin où on n'ose pas forcément y aller, c'est pas si connu que ça finalement. Et puis quand les gens arrivent, ils sont toujours émerveillés de la beauté des paysages. Alors vous avez évoqué les jardins de la Mançonnière qui sont la pépite du village, de ces propriétaires qui ont fait de leur lieu de vie un jardin magnifique. Vous avez tous ces boucles vélo, de randonnée, c'est vraiment un havre de paix au milieu de cet écrin de verdure là. Et ça permet de se ressourcer. Et puis à la fois, on n'est pas loin des villes non plus. On n'est pas très loin du Mans, on n'est pas très loin d'Alençon. Donc c'est un petit peu un paysage un peu multifacette. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Ceux qui sont vraiment en recherche d'activités nature. Alors forcément, ils vont trouver de quoi faire. Il y a bien sûr du canoë-kayak aussi. Il y a de l'escalade, du VTT, du vélo. Et puis ceux qui veulent plutôt se balader et randonner, vont trouver leur bonheur. Donc comme on dit, Lucie, il y a pléthore de possibilités. D'ailleurs, exactement. Et puis c'est une nature qui
qui offre aussi des moments de contemplation si on en a envie, juste faire une pause comme ça. On parle beaucoup de se reconnecter à la nature, mais juste de prendre le temps, ça suffit. Il y a une très belle lumière du matin sur l'église. On peut faire une jolie pause au bord de la Sarthe. On peut découvrir plein de choses en prenant son temps et ça, c'est chouette. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio, la radio nationale de tout le monde, maintenant vous le savez. Lucie Bessin, conseillère en séjour et guide. On s'arrêtait à Saint-Généry-le-Géré, entre nature et patrimoine, niché au cœur des Alpes Mancelles. C'est un très très joli détour que l'on vous propose aujourd'hui. À suivre, juste après la pause, il y aura les escapades de Rémi. Et puis un nouveau rendez-vous pour cette dernière semaine. Un rendez-vous, comment bien préparer la rentrée, tout savoir sur cette rentrée 2025. C'est à suivre sur Sud Radio avec la jeune équipe des routes de l'été. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Leclerc, bonjour. Ouais, salut. Ma mère m'a dit que vous faites une promo sur les frites. Exactement, il y a une promo jusqu'au 6 septembre. Ok. Et il y aurait pas moyen de prolonger un peu, genre pendant toute ma vie? Bien essayé. Mais l'offre 2+1 offert sur le sachet de frites surgelées McCain côté resto 650 grammes, c'est uniquement du 26 août au 6 septembre chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Les apprentis sont tous différents. Ils ont 19, 22 ou 26 ans. Ils sont polyvalents, créatifs et persévérants. Ils sont en CAP, ont le bac ou sont en dernière année de master. Ils veulent travailler dans le numérique, le BTP ou l'industrie. Et sont des milliers à être encore à la recherche d'un contrat d'apprentissage. Recruteurs, RH, chefs d'entreprise, le plus dur, ce sera de choisir. Recrutez votre future pépite sur unjeune-une-solution.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Sud Radio axe les termes. 103. Sud Radio. Vous venez de finir votre série préférée. Après 9 saisons, vous dites au revoir à Dan, Jessie, Sam et Roger. Ils vont laisser un vide dans votre cœur. Alors pour vous consoler, vous commandez votre plat préféré sur Deliveroo. Ça tombe bien, avec Amazon Prime, l'abonnement Deliveroo plus argent est offert. Et donc, les frais de livraison aussi. Au moins, ça laissera pas de vide dans votre estomac. Ah, voilà votre Deliveroo. Là, on est très bien. Abonnement Deliveroo plus argent avec Amazon Prime. Frais de livraison offerts et avantages soumis à conditions. Voir deliveroo.fr. Pour votre santé, bougez plus. Le 30 septembre, le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est de retour. Renault s'y engage avec 3 modèles 100% électriques assemblés en France, dès 120 € par mois sans apport. Renault 5, Renault 4 et Mégane E-Tech. Nombre de bénéficiaires limité. Inscrivez-vous dès maintenant sur Renault.fr. R5 5 hors option. LLD 37 mois, 37 500 km. Prime CEE, dispositif leasing social de 6 230 € déduite. Offre sous réserve de validation des conditions finales du dispositif. Réservé aux particuliers dès le 30 septembre 2025 si accordiaque. Conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. À tous ceux qui vont aller manger une glace, se baigner et qui... Ah ah! Et non, c'est fini tout ça. Fini les grasses mat, retour à la vraie vie, les dents et au lit. Eh oui, la rentrée, c'est nul. Dès mardi, Intermarché rembourse 100% de vos achats en 2 bons d'achat sur une sélection de produits papeterie dans la limite de 30 € d'achat par semaine. Là, tout de suite, c'est moins nul. Mais c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 7 septembre, des 20 € d'achat réservés aux porteurs de la carte de fidélité. Modalités et produits éligibles sur intermarché.com. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Rémi André en compagnie de Laurie Leclerc. Et cette semaine, Rémi va nous parler de différents labels comme l'AOP, l'AOC, l'IGP et beaucoup d'autres choses. Mais tout de suite, ce rendez-vous de cette dernière semaine dans les routes de l'été, nous prenons la route de la rentrée. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et un rendez-vous avec vous, Colin Magnan-Goupil et Johan Truchot également dans cette semaine. Nous allons évoquer tous les sujets propres à cette rentrée 2025. 12 millions d'élèves feront leur rentrée le 1er septembre prochain. Et qui dit rentrée scolaire dit achat de fournitures. Quel est le coût moyen de la rentrée cette année? Avec vous, Colin Magnan-Goupil. La rentrée des classes 2025 s'annonce un peu moins coûteuse pour les familles. Selon l'Association des familles de France, le panier moyen d'un élève de 6e coûte 211,10 €, soit une baisse de 12,36 € par rapport à 2024. Pour la première fois depuis plusieurs années, toutes les grandes surfaces et magasins spécialisés voient leur prix reculer. Les achats en ligne connaissent eux aussi une baisse de 3,82%. Et sur quelle fourniture s'applique cette baisse? Bien sûr, la papeterie, par exemple, qui connaît un recul de 5,94% avec un montant total de 42,56 €. Arrivent ensuite les fournitures non papetières. Et puis enfin, les articles de sport,
dont le coût moyen s'élève à 60,51 €, soit près de 9% en moins par rapport à l'année dernière. Et comment on explique cette baisse ? Cette amélioration s'explique par une inflation contenue autour de 1%. La baisse des coûts de l'énergie et du transport sont également l'une des causes. À noter que le coût des matières comme le papier ou le plastique a également baissé. Autre fait marquant, on constate que les familles anticipent, comparent les prix et recherchent les moindres promotions. Si vous rencontrez des difficultés financières, il existe l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF ou la MSA. Le montant des aides est compris entre 423 et 462 €. Un petit coup de pouce pour les familles les plus modestes. Merci beaucoup Colin Magnan-Goupil, notre jeune journaliste. Et dans cette équipe de jeunes journalistes, demain, nous serons en compagnie de Johan Trichot. Allez, tout de suite, on va retrouver nos routes de l'été et surtout on part en escapade. Notre ami Rémi est au micro de Laurie Leclerc pour sa balade du jour.